Ici, Ben Moubamba. Nous sommes le jeudi 22 mai 2025. Il est 15h07 à Libreville et 16h07 à Paris. Selon le fuseau où vous vous trouvez maintenant, bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais parler au nom des tam-tams qui se sont tués au Gabon. Toutes les grandes fréquences vibratoires, les voix du Gabon, se sont éteintes, les tam-tams se sont tus. Et il est donc de mon devoir de parler au nom de tous ceux qui n'ont pas la capacité peut-être de se faire entendre. Mes chers compatriotes et amis du Gabon, encore une fois, c'est Ben Moubamba qui vous parle aujourd'hui de l'affaire Mbagné. Étant entendu que cette situation s'aggrave en réalité jour après jour. Vous avez suivi l'actualité. Vous savez que le gouvernement gabonais a menti en disant que la décision des tribunaux ou du tribunal ou des juges corrompus de la haie a changé la frontière de la rivière qui est à l'ouest du Wellington et à l'est de la Guinée équatoriale, attribuant le village historique de la famille Nguema, au Biangema, au Gabon, ainsi que la ville d'Ebébéine, une très belle, deux belles villes d'ailleurs, dont on ne trouve pas les équivalents au Gabon. Eh bien, les juges corrompus de la haie, au nom d'une convention de 1900, auraient attribué cette partie du territoire de la Guinée équatoriale au Gabon contre les 3 îles gabonaises de Konga, de Cocotier et de Mbagné. Vous avez vu qu'immédiatement, le président de la Guinée équatoriale, M. Teodoro Obiangema Mbanzogo, a déclaré que pour lui, non seulement il a des origines gabonaises, ce qui veut dire qu'il peut revendiquer l'autorité au Gabon, mais il a également que jamais il ne cédera 1 centimètre carré des territoires de Mongomo et des Bébéines, ce qui montre bien que les autorités gabonaises mentent et essayent de manipuler une opinion gabonaise très fragile, très émotionnelle et très manipulable. Vous avez vu également que le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée équatoriale, le PDGE, s'est exprimé en disant que la justice internationale a enfin rendu son honneur à la Guinée équatoriale, donc qu'ils ne céderont jamais face au Gabon. Les choses sont claires. Et c'est sur ces entrefaites que on a entendu dire que l'ancien secrétaire général de la présidence gabonaise, M. Guy Rosatanga Rigno, a déclaré sur sa page Facebook, avant de probablement supprimer le poste, mais qui avait déjà été capté, qu'Oligui Nguema, après presque 1 semaine d'absence du territoire, ce qui est vraiment invraisemblable, après pratiquement 1 semaine d'absence du territoire gabonais, ce qui est un abandon de poste en réalité, et une présence mystérieuse au Vatican, d'où on l'a vu célébrer les messes, lui le protecteur entre guillemets du Gabon, se cacher derrière le pape, s'abriter au Vatican, avoir peur de revenir, Guy Rosatanga Rigno, qui se voyait probablement déjà comme le futur président de la Cour constitutionnelle version Oligui Nguema, déclare que, au nom de la sagesse africaine, un enfant qu'on envoie puiser de l'eau, il faut d'abord attendre qu'il remplisse la calebasse. Donc,
son inconscient parle en nous disant que Oligui Nguema est un enfant qu'on a positionné au sommet de l'État gabonais. Et tout enfant peut être manipulable par les adultes ou les psychopathes qui se présentent devant lui. C'est exactement ce qui se passe dans le dossier de Mbagnié. C'est Guy Rosatanga Rigno lui-même qui, faisant fi de la déclaration de son président Oligui Nguema, qui dit non, on va défendre les intérêts de la nation, on va préserver la paix, il le dit depuis Rome. C'est pas du tout ce qu'on attend de quelqu'un qui a prêté serment sur sa propre constitution unique de défendre la République gabonaise et qui, de l'étranger, dit que non, on va préserver la paix et puis on n'a pas tout perdu, on va voir, non, 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 non. Mes chers compatriotes, je salue d'abord celles et ceux qui se connectent. Je vois Ibega, Clarisse Mba et puis d'autres. Je vous salue très patriotiquement. Tout ça pour annoncer qu'aujourd'hui, je vais parler de Oligui Nguema, l'enfant, dont a parlé Rosatanga Rigno. Il n'a jamais été qu'un enfant, il a des caprices d'enfant, et depuis son arrivée à la tête du Gabon, que ce soit pendant la transition ou pendant le petit mois qu'il vient de vivre, il se comporte comme un enfant. Il doit donc être taloché comme un enfant qui manque de sagesse. Ce sera la première partie de mon intervention. Ensuite, je reviendrai sur la position des autorités de la Guinée équatoriale en réponse aux mensonges des autorités gabonaises qui disent que on vous donne les 3 îles, vous nous donnez Mongomo et Bébéine, ce qui savent être une opération impossible à réaliser. On est dans ce qui caractérise vraiment Oligui Nguema, le mensonge à tous les étages. Depuis qu'il est arrivé, il ment, il ment, il ment et il ment tout le temps. Même dans le dossier Mbagnié, il ment. Ça, ce sera donc la deuxième partie de mon intervention. Et je terminerai mon propos de ce jeudi 22 mai 2025 en abordant la question de la guérison de la nation par la résolution de la crise de Mbagnié. Nous devons résoudre valablement la crise de Mbagnié pour guérir la nation gabonaise et donner une chance à l'Afrique centrale de réussir son intégration sous-régionale parce que nous prenons la direction de la guerre. La guerre, elle vient toute seule. Elle commence comme un jeu. On ne sait jamais comment une guerre commence. Elle commence toujours par une petite affaire. Comme on a vu, la Première Guerre mondiale a commencé par une petite affaire. À Sarajevo, un duc passait, un jeune lui a tiré dessus. Il ne savait pas à cette époque-là qu'il venait de déclencher la Première Guerre mondiale qui allait provoquer des millions de morts. Ne négligez pas l'affaire de Mbagnié parce que Mbagnié peut être, et ce sera le sujet de ma troisième partie, peut être une source pour la guérison de la nation et pour l'accélération de l'intégration sous-régionale, ou bien ce sera la bombe qui va déclencher la guerre mondiale dans le golfe de Guinée. Je pèse mes mots. Si nous négligeons l'affaire de Mbagnié, Mbagnié sera la source de l'éclatement d'une guerre mondiale qui aura lieu dans le golfe de Guinée. Et que la plupart des futurologues et des stratèges mondiaux ont déjà vu depuis des années. Moi, je fais partie des experts du problème théologico-politique dans le monde, de ceux qui ont déjà vu avant beaucoup la guerre en Ukraine et qui ont déjà vu une guerre nucléaire de basse intensité, si on n'y prend pas garde, et qui ont vu également une guerre mondiale avec pour épicentre le golfe de Guinée. Et comme nous sommes avec des gens qui ne comprennent pas les dessous des cartes, nous sommes en train de blaguer avec cette affaire. Parce que nous sommes dirigés par un enfant. Donc, je salue encore toutes et celles et ceux qui sont en train de se connecter et je viens donc de dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, que les choses sont graves,
celui qui est présenté comme le président du Gabon, est absent du pays depuis presque une semaine. Il est parti, soi-disant, à la messe inaugurale du pape. Il est resté là-bas au Vatican. Il a vu une secte catholique qu'on appelle Sant'Egidio. On ne sait pas quel magou il est en train de faire avec ces escrocs, parce que ce sont des escrocs, toutes ces sectes catholiques. Et je parle en tant qu'expert du catholicisme. Il est là-bas, ça chauffe au Gabon, il ne veut pas rentrer, il est avec sa femme. C'est maintenant qu'il doit montrer qu'il est viril, et pas seulement un danseur de hip-hop en majorette. C'est maintenant qu'il doit montrer que le pouvoir qu'il voulait là, il peut l'exercer. Non, lui, il est caché au Vatican, derrière le pape, à supplier une secte catholique, Sant'Egidio, de l'aider à régler le problème entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Donc, est-ce qu'il y aura une guerre? Est-ce qu'il n'y aura pas de guerre? Ce n'est pas à des gens qui ne savent pas le dessous des cartes de dire qu'il y aura une guerre ou qu'il n'y aura pas de guerre. La guerre répond à une seule loi, si vous ne savez pas, la loi de la causalité. Toute chose qui se passe a une cause. Et si au départ, la cause est X, à la fin, la cause sera Y. Le résultat sera Y. Parce que ça se suit. Les choses qui sont en mouvement ne peuvent pas être arrêtées comme ça. C'est ce qu'on appelle la loi de la causalité. Il y a des choses en mouvement aujourd'hui entre, d'abord à l'intérieur du Gabon et ensuite entre le Gabon et la Guinée équatoriale et enfin dans toute l'Afrique centrale qui menace d'être, en tant que prochaine zone émergente, le lieu où une guerre de très haute intensité risque de se dérouler sans qu'on l'appelle une guerre mondiale, mais c'est déjà une guerre mondiale. Savez-vous que on a déjà une guerre mondiale africaine en RDC depuis pratiquement une vingtaine d'années ou 30 ans et personne n'en parle. La guerre en RDC a déjà causé plus de 10 millions de morts, c'est-à-dire largement plus que ce dont on parle au Moyen-Orient ou en Ukraine ou en Russie, et pourtant, personne n'ose la qualifier de guerre mondiale africaine à cause des ressources en minerais, des matières premières. Et le problème de Mbagné, c'est d'abord un problème non seulement de matières premières, c'est aussi un problème maintenant militaire et de géostratégie mondiale qui va inclure probablement dans les prochains mois la Russie, les États-Unis, l'Europe, la Chine, et c'est très dangereux parce qu'à la tête de nos pays, on a des enfants, des gens qui ne comprennent rien, qui ne sont attirés que par leurs intérêts, leurs jouissances directes et personnelles, et voilà pourquoi ils sont incapables d'avoir une vision stratégique, très pensée, cohérente, impliquant l'ensemble de la nation. Voilà maintenant que je vais aborder le premier point de mon intervention de ce jour, c'est-à-dire Oligui Nguema, qui a été qualifié par un lapsus révélateur par son ancien secrétaire général de la présidence, Guy Rosatanga Igno, d'enfant qu'on a envoyé chercher de l'eau et dont la calebasse n'est pas encore remplie. Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore entré au Gabon. Mais on tombe des nues, c'est quoi ce pays, c'est pas possible. Et dire qu'on est dirigé par des gens comme ça, mais c'est invraisemblable. Un ancien secrétaire général de la présidence peut dire que le président est un enfant qu'on a envoyé chercher de l'eau au puits pour, moi, ça c'est moi qui rajoute, éteindre l'incendie que la Guinée équatoriale a allumé au Gabon avec l'eau bénite du Vatican et qui n'a pas encore rempli sa calebasse et qui, donc, n'est pas encore revenu au pays. Si ce n'est pas un délit de fuite, ça peut être un délit de fuite, un début d'exil aussi d'Oligui Nguema, mais en tout cas, c'est un abandon de poste. C'est une non-assistance à nation en danger. Et c'est criminel. Si on avait encore des institutions fortes, si on avait une vraie cour constitutionnelle, si on avait un vrai parlement, et si on avait des vrais partis politiques,
des vraies forces vives de la nation, aujourd'hui, tout le peuple serait dans la rue pour la destitution immédiate de M. Brice Clotaire Oligui Nguema pour abandon de poste, non-assistance à nation en danger, exil invisible, fuite devant le danger, collusion, haute trahison en faveur d'un État étranger, manipulation des instruments de la gouvernance en vue d'un enrichissement personnel, deal secret avec le parti de l'étranger. La liste est longue, hein? En tout cas, moi, président, les îles Mbagné, Cocotier, Konga ne seront jamais cédées à la Guinée équatoriale. Que la Guinée équatoriale entende bien et ouvre les oreilles. Moi, président du Gabon, les îles de Konga, de Cocotier et Mbagné ne seront jamais cédées à la Guinée équatoriale, quel qu'en soit le prix. Je dis bien quel qu'en soit le prix. Que cela soit rapporté aux autorités gabonaises et aux autorités équato-guinéennes. Peut-être qu'un jour, il n'y aura plus d'hommes au Gabon. Peut-être qu'un jour, le Gabon disparaîtra. Mais je vous le dis, vous, autorités du Gabon, autorités de la Guinée équatoriale, ce jour n'est pas encore venu. Ce jour n'est pas encore venu. Il viendra puisque aucun empire n'est éternel, aucun pays n'est éternel, aucun être humain n'est éternel, rien n'est permanent ici-bas. Mais le jour de la fin du Gabon n'est pas encore venu. Le jour de la fin du Gabon n'est pas encore venu. Alors, pourquoi Rosatanga Rigno dit-il que Oligui Nguema est un enfant qu'on a envoyé avec une calebasse chercher de l'eau, sans doute pour éteindre l'incendie. L'incendie qui a été allumé à Mbagné par la Guinée équatoriale et que les autorités gabonaises sont incapables d'éteindre. Eh bien, vous devez d'abord vous rappeler des actes qui ont été posés par M. Oligui Nguema depuis qu'il a surgi comme président de la transition. Quelques exemples peuvent déjà illustrer son infantilisme en fait, qui l'empêche de gérer correctement la chose de l'État. J'en prendrai peut-être 2 ou 3 exemples pour ne pas être trop long. D'abord, M. Oligui Nguema va s'entourer d'économistes d'opérette venus de France, de la diaspora gabonaise, et ils vont faire une annonce grandiloquente. Nous avons racheté Assala. Et désormais, nous allons gérer notre propre pétrole. Nous sommes des superman. Nous avons Gabon Oil Company qui va prendre les actifs d'Assala. Et c'est déjà là un mensonge. Parce que ceux qui connaissent le milieu du pétrole savent que Gabon Oil Company est incapable d'opérer les opérations de trading extrêmement complexes qui permettent à cette société dont on ne connaît pas bien le statut de gérer la chose du pétrole correctement. Et vous savez ce qui s'est passé avec l'opération Assala? Nous n'avons fait qu'acheter les actifs toxiques, c'est-à-dire les dettes et le matériel pourri d'Assala. En fait, nous avons financé un fonds d'investissement américain qu'on appelle Carlyle, un fonds vautour. On lui a permis finalement de payer ses dettes, de s'autofinancer sur le dos du Gabon. Et on a menti aux gens que, voilà, nous sommes désormais une superpuissance pétrolière, mais le résultat est clair, nous nous sommes fait avoir dans l'affaire d'Assala et c'est connu. Ondossa, le professeur Ondossa vous l'a expliqué mieux que moi, vous savez qu'on nous a menti.
les enfants sont des menteurs. En général, parce que les enfants vivent dans l'imaginaire. Un enfant peut venir te raconter une histoire qui n'existe pas parce qu'il a imaginé dans sa tête, il est mythomane, il est sûr que c'est vrai, et l'enfant sort, il te raconte sa vie, il te raconte ses rêves, il te raconte le fruit de son imagination, et il est même étonné que tu ne le crois pas. Carlyle était un mensonge. Assala était un mensonge. Le remboursement de la dette du Gabon à la Banque mondiale et au FMI, c'était encore un mensonge d'enfant gâté, d'un moine mboka, d'un enfant soldat. C'est pour ça que Rosatanga parle de un enfant qu'on a envoyé puiser de l'eau et dont la calebasse n'est pas encore remplie. Peut-être qu'il n'a pas voulu dire ça, mais c'est son inconscient qui a parlé et il est de notre devoir de décrypter le message caché derrière les paroles de Rosatanga. Lorsque un enfant vient vous dire « Je ne dois plus la Banque mondiale », mais si, tu dois la Banque mondiale, toujours. Je ne dois plus le FMI, je ne dois plus la BAD. Ce n'est pas parce que vous avez accepté de reprendre le cours du remboursement que vous avez payé votre dette. Le Gabon n'a fait que reprendre le cours des remboursements des prêts qu'il avait sur le dos, mais ça ne veut pas dire qu'il avait payé toutes ses dettes à la Banque mondiale ou au FMI. C'est encore du mensonge. Lorsque dans le scandale Webcor, le Gabon remporte un procès à Paris, le Gabon remporte, merci pour la casquette Steve Oja, lorsque le Gabon remporte un procès à Paris, devant les tribunaux de Paris, contre une mafia en Malaisie. Le Gabon doit être payé par une mafia en Malaisie qui a porté plainte contre le Gabon. Et c'est la racine du problème entre Hervé Patrick Opianga et Oligui Nguema. Qu'est-ce que Oligui Nguema va faire? Il va prendre ces gens et il va dire non, allez à Paris, allez au tribunal, allez leur dire qu'on va payer. On a gagné, mais annuler notre victoire, on va payer. Qu'est-ce qui se passe? Le tribunal de Paris, donc, prend acte des déclarations d'Oligui Nguema et de son pouvoir. Ils annulent donc leur décision. C'est ça le scandale de Webcor, si vous ne le savez pas. Et donc, on va changer la décision. Le Gabon va payer une mafia en Malaisie. Et Oligui Nguema et ses amis vont se partager l'argent. Et Ntutu Memane est dedans. Ses parents, les dames Moussunda et autres, ils sont nombreux, ils sont dedans. Mais les Gabonais, qui sont très émotifs, qui n'ont pas fait l'école, qui ne comprennent pas les dessous des cartes, n'ont pas vu tout ça. Et ils ont continué à acclamer « Oligui, Oligui ». Mais il y a de quoi avoir honte parfois d'être Gabonais. Nous sommes en train d'être violés, d'être volés, d'être massacrés, d'être tués, d'être anéantis. Et on chante « Oligui, vive Oligui, Oligui, vive Oligui ». Mes chers compatriotes, Oligui Nguema a été derrière les crimes rituels de ces derniers mois. Vous n'avez rien dit. Oligui Nguema a fait torturer des gens au B2. L'un d'eux est mort. Vous n'avez rien dit. Vous avez voté à 95%. Oligui Nguema, qui était un enfant soldat, un moine mboka, l'enfant dont parle Rosatanga Arigno, il a fait raser vos parents, des centaines de gens, il a fait tuer des gens à Port-Gentil, il n'a puni personne, il a pris acte des comportements des forces de défense et de sécurité, il n'a rien fait, il a dit qu'il est le meilleur et vous a libéré, vous avez chanté, vous avez dansé, et même des grandes personnes comme Jean Ping ont dansé devant un petit enfant. Un petit enfant. Donc, il faut situer l'affaire de Mbagné. Il faut situer l'affaire de Mbagné dans le comportement infantile de Oligui Nguema. Il faut situer le choc, le scandale de Mbagné dans le comportement infantile d'Oligui Nguema. C'est un enfant du village,
Mais ce n'est même pas un vrai enfant du village, parce que les enfants du village sont sages. Je ne sais pas comment qualifier cet enfant, si ce n'est du titre de enfant soldat, de moine en boca, l'enfant tueur, l'enfant qui ment du matin au soir, et qui veut qu'on croie toujours à ses mensonges. Et il y a des gens qui sont là, qui sont impressionnés par les mensonges d'Oligui Nguema, parce que ils sont faibles, ils sont nuls, c'est des peureux, c'est des traîtres, ils sont pas courageux, ils sont comme des souris, des rats quand ils voient le chat ou le serpent arriver, ils disent « Ah, mange-moi, mange-moi, mange-moi s'il te plaît ». C'est comme ça que réagissent beaucoup de Gabonaises et de Gabonais. Quand le serpent ou le chat arrive pour te manger en tant que rat, souris ou musaraigne, tu ne te bats pas, tu ne te dresses pas. Par exemple, comme un serpent qui a de quoi se défendre, pour dire, tu t'approches, je te pique. La souris, elle se rend sans se battre. La musaraigne, elle crie sans se battre. Le rat, il bouge un peu et il se fait tuer, il se fait avaler. Et je voudrais donc, en le disant, que les Gabonais comprennent qu'il faut changer notre fréquence et notre totem. Il ne s'agit pas de devenir des panthères comme eux, des Ekans, des Ikongu, des Congolais, des hommes panthères, des hommes léopards, parce que c'est ça que ça veut dire. En réalité, c'est un concept, c'est pas une ethnie. Ekan ou Ikongu ou Congolais, c'est un concept qui veut dire que le Congolais, les Kans, les Kongu, le Kougouleux, tout là où vous voyez des Kangos, des Ka, tout ça, c'est le Bantou qui a déjà mangé et tué un homme comme lui. C'est un Ekan, c'est un enfant de Caïn, il a la marque de Caïn, il a le K en lui, il est un K d'assassin, de tueur, de mangeur, de petit Rinaldi, de buveur de sang, d'assassin. Donc, nous devons comprendre que la fréquence que nous devons opposer aux félins, aux léopards, aux hommes panthères, c'est que nous devons avoir une capacité d'autodéfense, comme le sont les gens qui disent, nous ne sommes pas des félins, mais nous sommes par exemple des aigles. Les aigles, si une panthère vient les attaquer, la panthère recevra son coup de bec ou son coup de griffe. Un lion qui vient attaquer un serpent venimeux risque d'être foudroyé par du venin. Il faut savoir se défendre dans la vie au lieu de crier comme des lâches et des peureux. Ah, et donc à prendre l'île de Mbagné, ça va nous faire quoi? Ah, mange-moi, tue-moi. Ah, Boumamé, tape-moi. Qu'est-ce que ça me fait? Ah, Mbagné, c'est petit, non? On fait quoi? Ah, ben, tous les équato-gabonais infiltrés maintenant au Gabon, c'est le discours qui développe. Parce que nous avons accueilli beaucoup de fans qui ne sont pas des Gabonais, qui n'ont pas la fréquence vibratoire du Gabon, et c'est très bien, mais ça s'est fait d'une manière pas du tout honnête. Et ces équato-gabonais que je vois aujourd'hui parler, ils n'aiment pas le Gabon. Ils n'aiment pas le Gabon. Et il y a d'autres Gabonais venus d'ailleurs qui ne viennent pas par amour de cette terre. Ils viennent comme pour violer cette nation, violer la mère patrie, c'est tout ce qui les intéresse, parce que leurs placentas ne sont pas enterrés dans la terre gabonaise. Si leur placenta était enterré dans la terre gabonaise, ils ne diraient, ah, ils ne diraient pas, mais oui, mais on n'a qu'à donner Mbagné, ça fait quoi? Ah, est-ce qu'il y a même des richesses là-bas? J'ai entendu là, un toutoum, quelque chose là, qui est sur le... Bon, bref, je ne veux pas parler de lui, mais j'ai lu des réactions de gens qui disent, ah, c'est pas grave, on n'a qu'à donner. Mais c'est parce que vous n'avez pas, si vous étiez des fans avec vos placentas enterrés sur la terre du Wellington, sur la terre de Logwe, Ivindo, ou moins Logwe ou Essueur, vous ne parleriez pas comme ça. Et donc, au Ligui, sur ce premier point, je résume, est un enfant de la malédiction du Gabon. C'est un fils de la perdition. Il n'aime pas ce pays en réalité. Il est en mission d'infiltration dans le cadre de la destruction du Gabon. Tous les actes qu'il a commis depuis qu'il est là sont mauvais pour le Gabon, si vous observez bien, et ça a commencé bien avant qu'il soit à la tête de la transition. Déjà, coaché par Firmin Idriss Gary de Ngoni dans le Haut-Ogooué, parent direct d'Omar Bongo, il s'est déjà illustré lors de la mort d'Omar Bongo négativement. Je vous rappelle que Patience Dabani Joséphine Kamar Bongo a dit
Si vous saviez ce que cet enfant-là a fait, elle est la première à avoir utilisé le terme enfant. Ce n'est pas Rosatanga Rigno. Si vous savez ce que cet enfant a fait pour en arriver là, vous seriez vraiment surpris. Et Oligui Nguema a eu tellement peur qu'il a payé les frais de soins de cette maman-là à Neuilly, à l'hôpital américain. Elle est revenue, elle est retombée malade, on n'en parle plus. Donc, il s'est déjà illustré lors de la mort d'Omar Bongo d'une manière que tous les Gabonaises et les Gabonais normalement connaissent. Je ne vais pas rappeler ça, je n'aime pas aller fouiller dans les poubelles. On sait aussi qu'il est mêlé à la mort, à tous les morts bizarres qu'on a eus dès son retour au Gabon. La mort de Emma Mbina, le commandant de la marine marchande, qui a été tué entre le 21 et le 22 décembre 2019 sur son bateau. On a dit que c'était des pirates venus d'on ne sait où, apparus on ne sait pas comment. Eh bien, il est mort, tête coupée, sur son bateau. C'est le seul qui a été tué sur ce bateau, sur commande. On sait que l'ordre venait de Sylvia Bongo et que c'est la garde républicaine, dont le commandant en chef était Oligui Nguema, qui a exécuté Emma Mbina. On sait aussi que c'est la garde républicaine qui a exécuté le député Koumbar, qui a été pendu chez lui à quelques centimètres. On sait aussi que ce sont les éléments d'Oligui Nguema qui ont tué un monsieur, un militaire qu'on a retrouvé dans la cité des Ailes, le corps en putréfaction. On sait que ce sont les éléments d'Oligui Nguema qui ont assassiné le professeur Chivunda entre le 5 et le 6 janvier 2023. Et Billy Bizet connaît cette affaire. Il deviendra Premier ministre tout de suite après. On sait que pendant le naufrage de l'Esther Miracle le 9 mars 2023, Oligui Nguema n'a pas fait décoller un seul hélicoptère pour aller aider les gens. On sait qu'Oligui Nguema n'a pas envoyé les navettes de la garde républicaine qui étaient à 10 km du lieu du naufrage, c'est-à-dire à la Pointe-Denis. Vous pensez qu'Oligui Nguema m'a fait supprimer de la liste des présidentielles par hasard? Mais c'est parce que j'ai parlé de tous ces événements. C'est parce que j'ai parlé de ces événements. Et au Gabon, on n'aime pas la vérité. Parce que les enfants têtus sont souvent très rancuniers. Ils ne sont pas très intelligents. Ils ne savent pas qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut parler à tout le monde, il faut négocier. Non, un enfant têtu, impoli, très arrogant, quand il est fâché, il est fâché. Et quand il se bat à mort. Ils sont capables de commettre des... C'est pour ça qu'on les prend comme enfants soldats, on leur donne un peu de drogue. On a vu au Libéria, les enfants sont très méchants si vous leur donnez des armes. Très calculateurs, très vicieux. Et ne prenez pas au hasard la parole de monsieur Rosatanga Vigno. Je me permets de commenter l'écrit d'un rigolo, un Gabonais peureux, traître et Mwanamboka qui vient dire oui, Rovan, Fabrice, quand je pense que vous étiez Premier ministre, vraiment, parce que, mais deviens déjà Premier ministre toi-même. Tu n'es pas capable de devenir même député ou directeur par ta propre force. Tu n'as qu'à faire mieux que Ben Moubamba. Si tu es quelqu'un de valable, tu es incapable de gérer ta vie, juste venir raconter des bêtises. Qu'est-ce que c'est que vice-premier ministre? Ça veut dire quoi? Vice-premier ministre sans se faire enculer. C'est moi, Ben Moubamba, vice-premier ministre sans renoncer aux principes. Vice-premier ministre sans manger la chair humaine ou boire la chair humaine sans sacrifier un de ses parents. Vice-premier ministre, c'est pas un label de qualité qu'on doit brandir pour dire qu'on ne doit plus parler ni dire la vérité aux Gabonaises et aux Gabonais. Donc, mon cher ami, mon cher petit, tu n'as qu'à devenir vice-premier ministre pour faire mieux que moi. Et ça, je le dis pour que vous compreniez que vous êtes bête comme un Gabonais. C'est une insulte que nos ennemis ont inventée pour dire bête comme un Gabonais. Ça veut dire que quelqu'un qui ne comprend pas les données du débat, quelqu'un qui ne comprend pas les dessous des cartes, quelqu'un qui a peur de se battre, quelqu'un qui est prêt à livrer son pays facilement, quelqu'un qui s'enferme derrière le tribalisme pour vendre son pays. Donc tu es bête comme un Gabonais, circule. Merci.
En ce qui concerne l'infantilisme d'Oligui Nguema, on pourrait multiplier les exemples. Quelqu'un qui, on l'a vu, derrière ses bisous, ses danses de hip-hop, comme une majorette, alors qu'il est général, soi-disant. Quelqu'un qui fait venir un ganga menteur, que je connais bien, c'est mon ami Junior Ndondon. Il sait que c'est mon ami, mais c'est un menteur. Ce qu'il a fait là, aller donner la griffe de la panthère et la lance à Issoze Ngonde le jour là, pardonnez-moi, c'était un lapsus révélateur, ce qu'il a fait là avec Brice Clotaire au Oligui Nguema, en lui donnant la lance, il lui a tout simplement donné le permis de tuer. C'est ce que ça veut dire. Quand tu donnes la lance du destin, la lance des Romains, c'est avec ça qu'on a transpercé le cœur de Jésus sur la croix. C'est avec la lance. Ça veut dire que tu donnes le permis de tuer à quelqu'un. Tu donnes le permis de tuer à quelqu'un. Ce n'est pas du tout une bonne chose qui a été faite. Parce que ce qui a été donné là, ce n'est pas les symboles de l'autorité gabonaise. Donc, voilà que Rosatanga, quand il dit que Oligui est un enfant qu'on a envoyé puiser de l'eau au puits, eh bien, et que sa calebasse n'est pas encore remplie, il ne sait pas qu'il a parlé profondément. Hein. Les Gabonaises et les Gabonais doivent comprendre la profondeur de cette parole. Nous avons mis au sommet de l'État gabonais un enfant. Donc, le propre d'un enfant, c'est sa fragilité. Regardez bien le pauvre Oligui Nguema. Moi, parfois, il me fait pitié. On sent que c'est un enfant qui a été traumatisé dans la vie. Il a été traumatisé. Il y a quelque chose qui l'a traumatisé. Ce qui fait qu'il se comporte comme un enfant traumatisé dont la blessure psychologique n'a pas encore été guérie. Est-ce que c'est parce qu'il a été élevé sans son père? Mais il y a des gens qui ont été élevés sans père et qui ne sont pas devenus détraumatisés. Ce n'est pas une excuse. Et c'est la chose la mieux partagée au Gabon aujourd'hui. La plupart des enfants qui naissent ne connaîtront jamais leur père. Mais ça ne les empêche pas de devenir des gens. Est-ce que c'est parce qu'il a grandi à Angoni avec sa mère venue du Congo, mais pas tout à fait reconnu, élevé par des oncles, par des parents, trimballé, pas pris au sérieux? Est-ce qu'il a eu beaucoup de frustration? Mais c'est un enfant traumatisé qui demanderait finalement un accompagnement psycho-spirituel au lieu de faire comme les évêques qui sont là avec leurs robes de femme, leurs soutanes, les bishops, les pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu qui l'encouragent dans ces bêtises d'enfants. Qui vient parler quand on voit des évêques qui sont là, au lieu de donner des conseils psycho-spirituels à leur président, ils l'encouragent dans les bêtises, ils célèbrent des messes bizarres au Vatican, ils organisent des réunions dans des sectes catholiques comme la communauté Sant'Egidio. Mais vous n'aidez pas Oligui Nguema. Oligui Nguema, moi quand je le vois, j'ai même du mal à lui en vouloir. Je sens un homme traumatisé par son passé, par son enfance, par les gens qui l'ont maltraité, et il cherche à se venger et à se prouver des choses qui, c'est lui qui a les femmes, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui est président, c'est lui qui est chef du gouvernement, c'est lui qui est chef du parlement, c'est lui qui est chef du pouvoir judiciaire, c'est lui qui est chef des Mapan, c'est lui qui est chef des catholiques, il est chef de tout. C'est un enfant qui veut prendre sa revanche. Il veut prendre sa revanche sur la vie, sur ceux qui l'ont traumatisé, et c'est très dangereux à la tête d'un pays. Et c'est sur ça que le très psychologue président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiangema Mbanzogo, s'est appuyé pour le manipuler. Clarisse m'a dit que Dieu le protège, que Jésus protège qui? À un certain moment, il faut que Oligui Nguema assume ses actes. Il n'a pas à être protégé. Il est une menace existentielle pour le Gabon.
Quand tu deviens une menace existentielle, c'est que tu peux mettre en danger l'existence de quelqu'un ou l'existence de quelque chose. Il a voulu être président. Alors pourquoi il fuit? Parce que exercer le pouvoir, c'est souffrir. C'est pas le pain et les plaisirs dont on parlait encore l'autre Aoussa qui a fait rentrer les Aoussa au Gabon en pagaille, René Ndemezo de Bitam. Encore lui. Toujours vous. Vous avez fait rentrer les Aoussa en pagaille et puis vous venez dire « Ah, le pain et les plaisirs, c'est ce qui compte. » Exercer le pouvoir, ce n'est pas le pain et les plaisirs. Exercer le pouvoir, c'est accepter de souffrir. Exercer le pouvoir, c'est accepter de souffrir pour une communauté. Même si tu dois donner ta vie, même si tu dois mourir, tu acceptes de te sacrifier pour le bien de tous. Et c'est ça la vraie imitation de Jésus. Tu as dit que Jésus le protège. Mais ça, ce sont vos croyances de bêtises, de bêtes comme un Gabonais qui prennent le christianisme pour un truc de magie, un gris-gris, on va te protéger. On va te protéger pourquoi? Qu'est-ce que Oli Nguema se cache derrière les soutanes des prêtres? Qu'est-ce qu'il fait au Vatican? Il n'a qu'à montrer qu'il a un bangala, qu'il a des testicules. Le bangala, c'est pas juste pour coller les petites. Le bangala, c'est le signe que tu as une virilité, c'est-à-dire tu as une force de l'âme. La virilité, ça vient du latin virtus. Et virtus, c'est la force de l'âme. La virilité, c'est la force de l'âme. C'est pas d'abord l'érection sexuelle à coller les petites du matin au soir et tu dis, oui, je suis le président, je suis le chef du gouvernement, je suis machin, je suis le bâtisseur. Mais les traumatismes, les Gabonais ne sont pas responsables des traumatismes d'Oli Nguema. Assume tes traumatismes, Oli Nguema. Assume tes traumas toi-même, comme tous les êtres humains doivent assumer leur traumatisme, au lieu de mettre ça sur le dos des gens. Tu es un enfant traumatisé de par ton histoire personnelle, traumatisé par ton père, traumatisé par tes oncles, traumatisé dans le Haut-Ogooué, traumatisé dans le Wellington, traumatisé dans l'armée. Donc, vous venez dire que Jésus le protège en vertu de quoi? Qu'il assume maintenant. Il a voulu le pouvoir, mais qui se montre maintenant comme un protecteur de la nation, chose qu'il est incapable de faire. Il est incapable de protéger le village. Donc, c'est ici que je vais vous dire que Teodoro Obiangema est un fin psychologue. C'est quelqu'un de très malin. Un homme qui a souffert comme lui. Mais Oli Nguema, ce n'est rien devant lui. Il te scanne. D'un coup, il dit, celui-là, c'est un petit, le pain, les plaisirs, il n'aime que coller les petits. Il aime l'argent. Moi, je sais comment je vais le faire. Et ça, c'est ma deuxième partie. Le danger du Teodoro Obiangema et de la Guinée équatoriale pour le Gabon peut se résumer à la relation déséquilibrée entre Oli Nguema et Teodoro Obiangema. Teodoro Obiangema a déjà un pied dans la tombe. Il a déjà un pied dans la tombe. Mais pour lui, Oli Nguema, c'est rien. Il l'a pris comme ça à Mangamba, on dit. Il l'a étouffé. Et lui a montré qui est le boss. Parce qu'il a vu que c'était un enfant. Parce que tant que Obiangema de la Guinée équatoriale avait en face de lui des hommes, il ne pouvait rien faire. Que vous aimiez Omar Bongo, Albert Bongo ou pas, c'était un homme qui savait même mettre à genoux des Blancs, des Français devant lui. Donc, quand le dictateur et premier président de la Guinée équatoriale, après l'indépendance de 1968, déclenche l'affaire de Mbagné en 1972 et que Mathias Nguema dit à Bongo en 1974, il n'y a plus de problème entre nous, Mbagné, Cocotier, Konga, ce sont vos îles. Qui était là à ce moment-là? Obiangema Teodoro était vice-ministre de la Défense quand ça s'est passé. Il était présent. C'était le propre parent du dictateur génocidaire Mathias Nguema. Teodoro était là, un jeune militaire professionnel, vice-ministre de la Défense, et Sangui,
Mongomo, tout ça, c'est la famille de Mathias Nguema. Ils sont là, il était là. Quand Mathias Nguema, son oncle ou son parrain, a signé le traité de Bata avec Omar Bongo, Albert Bongo. Il était là, il était aussi chef des armées. Au fond de lui, il regardait ça, il n'était pas d'accord. En 1979, sentant le danger et la folie de son oncle Mathias Nguema se multiplier par 1000, avec l'aide du Gabon et du Maroc, il va attaquer donc Mathias Nguema, ils vont le capturer et le faire fusiller par la garde royale marocaine. Il prend le pouvoir en 1979, mais il n'est pas d'accord avec le traité de Bata, qui attribuait, où Mathias Nguema reconnaissait que ces 3 îles appartiennent bien au Gabon. Il n'était pas d'accord. C'est pour ça que le secrétaire général du PDGE, le Parti démocratique de la Guinée équatoriale, a déclaré hier, le 21 mai 2025, que enfin, la justice internationale a lavé l'honneur de la Guinée équatoriale. C'est écrit, vous pouvez regarder sur Gabon Media Time, hein, il y a la photo du SG du parti d'Obiang Nguema, il y a son texte où il dit, nous, la justice internationale nous a rendu notre droit. Mais ça, c'est parce que Teodoro Obiang Nguema, depuis la signature du traité de Bata, auquel il a assisté hein, lui-même, il savait, il n'était pas d'accord, et son dictateur de président, donc génocidaire et tout, est mort aussi en partie à cause de ça. Même si à ce moment-là, Obiang Nguema Teodoro, qui se reconnaît des origines gabonaises dans le Wellington, comme Mathias Nguema, il se dit, ben, je vais d'abord faire un bout de chemin avec le Gabon, et puis quand j'ai mon pétrole, quand je suis fort, je vais réclamer ce que mon parrain Mathias Nguema a donné au Gabon trop facilement. Et donc, nous arrivons à une relation où Obiang Nguema face à Bongo, ils étaient face to face, ils étaient homme à homme. Bangala debout, comme on dit, homme fort qui se respecte. Omar Bongo va d'ailleurs avoir l'intelligence d'associer au dossier Mbagné des opposants comme Mamboundou, qui a été associé au dossier de Mbagné et qui a proposé d'ailleurs un partage juste des richesses de Mbagné entre la Guinée équatoriale et le Gabon, tout en laissant la souveraineté au Gabon, avec Mbarbessol qui était aussi dans le dossier, Paul Tungui aussi du PDG, ils étaient dans le dossier de Mbagné, mais le plus grand spécialiste de Mbagné était le professeur Chivunda, le grand juriste qui maîtrisait bien notamment les éléments historiques qui prouvent que au XIXe siècle, l'Espagne n'était plus la puissance colonisatrice de la Guinée équatoriale, mais la Grande-Bretagne. C'est au départ de la Grande-Bretagne, au début du XXe siècle, que l'Espagne est revenue pour faire du travail forcé, exploiter le cacao et le café en tuant, en massacrant les Équato-Guinéens. Et c'est sur ce XXe siècle que des juges corrompus de la Haye vont venir vouloir changer les frontières du Gabon. Et pourquoi pas ne pas remonter à la Grande-Bretagne. Et mais les Espagnols étaient là au XVIIe siècle, mais avant aussi, il y avait les Portugais. Les Portugais étaient là, les premiers qui soient arrivés étaient les Portugais. Pourquoi ne pas s'en référer à l'arrivée des Portugais? On aurait dû s'en tenir à la loi de l'Organisation de l'Unité africaine qui dit qu'on ne peut pas changer les frontières héritées de l'époque coloniale. Et surtout, un pays indépendant en 1968 comme la Guinée équatoriale ne peut pas venir changer les frontières d'un pays devenu indépendant avant la Guinée équatoriale, c'est-à-dire le Gabon 1960, la Guinée équatoriale 1968. Vous ne pouvez pas changer les frontières. En plus, vous commencez à revendiquer seulement en 1972. Et 2 ans plus tard, en 1974, vous acceptez le fait que ces îles sont gabonaises et c'est votre ministre de la Défense, vice-ministre de la Défense, qui est devenu président après vous avoir fait tuer,
va encore venir revendiquer vos îles. Donc, tant qu'Obiangema avait en face de lui des hommes, il ne pouvait rien faire. Il fallait qu'il ait en face de lui des enfants soldats ou des moines en boka. Donc, il va commencer déjà à jouer sur la communauté femme du Gabon, André Baobam, Yegendon, Casimir Oyemba. Il voit que ça ne fonctionne pas. Donc, on va attendre l'arrivée d'Ali Bongo, et là aussi, ça ne fonctionne pas. Mais moi, pour avoir été au gouvernement, je peux vous dire que j'ai vu le complot contre Ali Bongo devant moi, net, comme ça, j'ai su que cet homme, on allait le tuer. Devant moi, quand j'étais au gouvernement. C'est pour ça que je parlais des faux amis d'Ali Bongo. Mais comme Ali Bongo était aussi un gars bizarre, un gars très bizarre, on lui dit, il ne comprend rien, lui aussi il est dans les ambiances, il est dans son orgueil, dans le m'as-tu vu, mais il gardait encore un peu la fréquence d'Omar Bongo, il tenait, mais moi j'ai vu de mes yeux comment on était en train de l'embrouiller. J'ai vu la stratégie de Billy Bizet, j'ai vu comment, c'est pour ça que je parlais d'Isso Zengondé tout à l'heure, lapsus révélateur, j'ai vu comment Isso Zengondé a été manipulé, mon Dieu, comme un enfant. Comment le plan était en train de se faire. J'ai vu un jour Ali Bongo au moment du dialogue national de 2017, dont on m'avait exclu, bien sûr, parce que j'avais les yeux ouverts. Un jour, j'ai vu Ali Bongo arriver avec une canne. Une canne, il boitait. Et je savais qu'il y avait une femme qui avait bien encerclé, il y avait des gens qui l'avaient bien encerclé au niveau occulte, et il n'avait plus beaucoup de jours devant lui. On est en 2017. Et je voyais que Ali Bongo ne comprenait pas. Il pensait peut-être que moi, j'étais venu au gouvernement par intérêt matériel. Nullement. Ils ont vite vu que je n'étais pas venu pour ça. J'étais venu pour la nation et pour voir de près ce qui se passait là-dedans et essayer d'empêcher l'effondrement de l'État gabonais. Mais en face de moi, j'ai trouvé des gens tellement organisés. De telle sorte que c'était tellement... Le complot contre le Gabon a commencé en 2016 avec une opération qu'on appelait, toujours téléguidée à mon avis, à partir de la Guinée équatoriale ou du Cameroun, ça s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait. En tout cas, c'était monté, cette opération de déstabilisation du pays était montée depuis une ferme agricole à Minzik, appartenant à Yves-Fernand Monfumbi, de Ndende. Vous voyez, quand on dit des écans, ne pensez pas aux ethnies. Hein. C'est des gens qui sont dans la tuerie, hein, dans la griffe de la panthère, dans la mort. Ils ont monté un coup. Je ne sais plus comment s'appelait cette opération. Mais sachez que si cette opération n'a pas marché, c'est parce que j'ai réussi. Et ça, vous pouvez demander, je ne vais pas vous donner des noms. Ils m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Tous les services spéciaux et les services secrets du Gabon savent de quoi je parle. Cette opération, montée depuis une ferme de Minzik, pour déstabiliser le pays en 2016, et que j'ai empêché. À tel point que si le pays n'a pas éclaté en 2016, c'est grâce à moi. Et ne soyez pas surpris que, pour continuer à maintenir la stabilité de l'État, je me sois retrouvé au gouvernement, mais au gouvernement, Ali Bongo était entouré de gens qui voulaient sa mort, qui étaient même des traîtres, qui étaient même dans les complots. Ils étaient autour de lui et il écoutait comme un idiot. Ali Bongo écoutait tous ses ennemis comme un idiot. Il y avait deux idiots en face de moi, et pardonnez-moi, ce n'est pas des insultes, il y avait Ali Bongo, et malheureusement, je dois dire qu'il repose en paix, Isso Zengondé. Donc quand les Billy Bizet, tous les comploteurs, tous les gens qui étaient connectés avec les gens qui voulaient les Mbagné et tous les autres, quand ils mettaient en place leur stratégie, Ali Bongo ne voyait que du feu. Dans son orgueil, il n'en avait que pour Liban Soleiman, Sedou Khan,
Ali Akbar Onanga, tous ces gens, je les ai vus, mon Dieu, au gouvernement. Ali Akbar Onanga, mon Dieu, quand je le vois parler aujourd'hui, j'ai honte. Mais je les ai vus, les Bioremba, tout le monde. Moi, je voyais Ali Bongo s'éteindre devant moi. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que mes ennemis au gouvernement n'étaient pas que les ennemis internes au gouvernement, ils étaient aussi dans l'opposition, ils étaient aussi en France, ils étaient aussi en Guinée équatoriale, ils étaient aussi au Cameroun. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ils font une réunion secrète, ils disent « Oh, Moubamba, c'est un orgueilleux là-bas. » Ils font une réunion avec les Maganga, Moussavou, les Ndemezo, le pain, les plaisirs, avec tout un complot contre moi et ma famille même qu'ils avaient décidé de tuer. Ils disent « Moubamba, c'est un orgueilleux. Il est vice-premier ministre, mais vous voyez, si on vous le descendez, ne fût-ce que ministre d'État, il ne va pas aimer. Et dès qu'il va bouder, vous allez dire, on va dire, bon, il a violé la Constitution, l'article 29 sur la solidarité gouvernementale. » Donc, ils ont fait ce plan. Après le dialogue national, ils se sont partagés les postes entre eux et ils ont décidé de m'humilier en disant, on le descend ministre d'État. Et s'il accepte ministre d'État, il finira ministre délégué, conseiller, et puis petit nyama rigolo, il aura démontré qu'il était là juste pour le pain et les plaisirs. Donc, on me nomme après le dialogue ministre d'État. Ali Bongo menace, il dit que si quelqu'un dans ce gouvernement parle encore, je le vire. Et moi j'ai dit, ah bon, c'est comme ça. Ok, d'accord. Je suis allé écrire sur ma page Facebook exprès parce que je savais que c'était le déclenchement, la guerre, l'explosion finale. Comme j'ai vu que Issa Ngondé ne comprenait pas que après Ali Bongo, il serait la cible, j'ai dit ok, je vais vous laisser entre vous, mais avant, je vais foutre la merde. Je suis allé sur ma fameuse page Facebook que je surnomme la fronde de David contre Goliath. J'ai écrit que je n'étais pas d'accord avec le plan de relance économique. Je n'étais pas d'accord avec l'endettement, avec les prêts au FMI. C'est mauvais, on peut faire autrement et j'ai proposé d'autres choses pour éviter le surendettement de l'État. Mais je savais qu'en écrivant ça, c'était la fin. Alors, j'ai dit à mon épouse, je vais écrire cette déclaration, mais ça va ouvrir l'enfer sous nos pieds. Qu'est-ce que tu en penses? Elle m'a dit, mais fais comme tu veux. J'ai écrit, je suis allé à Port-Gentil, et à partir de là, 7 ministres d'État sont allés faire le siège d'Ali Bongo pour dire « Moubamba a violé la Constitution ». Ils étaient connectés avec la Guinée équatoriale, avec le Cameroun, avec plein de complotistes de 2016. Ils se sont dit « Là, maintenant, on le tient ». Ils sont allés voir Ali Bongo pendant des heures. On dit « Non, Moubamba doit partir ». Parce qu'il a écrit ça sur sa page Facebook. La même page Facebook d'où je vous parle là. J'ai pris mes responsabilités en disant que si j'accepte d'être réduit au poste de ministre d'État alors que ce n'était pas ça qui était prévu, la prochaine fois, ils vont me faire boire du sang humain, manger la chair humaine, me faire, voilà, 3 points de suspension. Je dis pas question. Et c'est ainsi que j'ai déclenché le feu sur ma page Facebook. Billy Binzé, votre nouveau héros, s'en est saisi. Oh là là, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Moubamba est fou, il ne respecte pas la Constitution, on doit le virer. Ils sont allés, ils ont entraîné Issa Ngondé jusque chez Ali. On dit non, non, non. Ali Bongo a refusé ça, il ne pouvait pas le faire, c'était pas bien, c'était pas correct, mais au bout de plusieurs heures, il a cédé. Ali Bongo a dit... elle a dit, écoutez, si vous voulez virer Moubamba, faites-le vous-même. Mais la présidence ne va pas annoncer son éviction. C'est ainsi que vous avez vu Issa Ngondé, une première, qui est allée
faire passer un bandeau à la RTG en disant « Importante déclaration du Premier ministre ». Tout le pays a attendu, on a dit « Mais quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre ou quoi ?» Et c'est ainsi que Issou Senghonde, sous pression de Billy Bizet et d'autres ministres d'État, les Mapango et autres, il vient et dit, c'est sur YouTube, j'ai remanié mon gouvernement, Moubamba n'est plus dedans, je le remplace pour quelques semaines, mais il ne l'a pas dit, par un de ses parents de Mwabi, il est viré. Oh, à partir de là, vous avez entendu tous les chansons, tous les cris de victoire, ils ont bu le champagne. Mais j'ai commencé à ce moment-là ma traversée du désert que j'ai assumée, que j'ai voulu, parce que je n'ai pas voulu faire de concessions au mensonge et au plan de déstabilisation du pays conçu depuis l'étranger avec des complicités à l'interne. Mes chers compatriotes, je vous raconte tout ça pour vous dire que il fallait, après le départ de Moubamba, tant que Moubamba était au gouvernement, Ali Bongo n'était pas atteignable dans un certain sens. Mais à partir du moment où ils ont réussi à m'écarter, la dernière étape était l'achèvement d'Ali Bongo. C'est l'histoire du Gabon, que ce soit bien ou pas, mais c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai été le dernier à parler à Ali Bongo avant son AVC, je crois. J'étais à Mwabi pendant l'élection législative. Et j'ai vu comment Brice Lacuche Alianga manœuvrait pour me faire perdre l'élection que j'avais gagnée à Mwabi. J'ai donc pris mon téléphone et j'ai appelé Ali Bongo par WhatsApp depuis Mwabi. Nous étions le 22 octobre 2018, deux jours avant son AVC. Je lui ai dit, « Monsieur le Président, vous m'avez trahi à un niveau que seul Dieu connaît. Parce que même Mwabi, où je devais être un simple député, vous m'avez trahi même jusqu'à ce niveau en utilisant votre directeur de cabinet, président de la GEV, Brice Lacuche Alianga Farjon. Monsieur le Président, il n'y a de Dieu, je lui ai cité une parole musulmane. Je lui ai dit, Alhamdulillah, il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il était en train d'arriver à Riyad. On était le 22 octobre 2018. J'étais à Mwabi. 2 jours plus tard, il fut frappé par un AVC que vous connaissez. Il fut frappé pour n'avoir pas respecté les principes, les valeurs et les normes, pour avoir attaqué un innocent qui avait sacrifié sa virginité politique pour la stabilité de l'État, ce qui lui avait permis de rester encore au pouvoir à peu près 2 ans. Mais il avait laissé ses ennemis me frapper en traître, au premier rang desquels Billy Bizet et d'autres encore. Voilà comment ça s'est passé. Et immédiatement après l'AVC d'Ali Bongo, mes parents m'ont dit, si tu ne quittes pas le pays, maintenant qu'Ali Bongo a été frappé, ils vont te tuer. Ils vont te tuer, les Sylvia, les Billy, tout le monde, ils vont te tuer. Tu dois maintenant quitter le Gabon. Bien sûr, ma famille est partie en premier, je suis resté le dernier. Et après les législatives, j'ai quitté le Gabon en fin novembre 2018. Arrivé à l'aéroport, la police de l'air et des frontières a appelé la présidence du Gabon en disant, nous avons ici le VPM qui veut quitter le pays. Devons-nous le laisser sortir ou pas? Alors on m'a dit, monsieur le VPM, mettez-vous de côté. Attendez la réponse de la présidence. La réponse de la présidence est arrivée un quart d'heure plus tard. Je crois qu'elle venait de Frédéric Bongo en charge des services secrets à la GR. Ils ont dit, il est foutu, il est mort. Laissez-le aller mourir ailleurs. Parce que j'avais déjà été empoisonné à l'époque. Ali Bongo, si tu m'écoutes, écris, hein, comme dit Kristen Houston. Oui, j'ai
la présidence m'a laissé sortir en direction du Sénégal. Je ne suis pas allé directement au Gabon. Ils étaient sûrs que le poison que j'avais ingurgité, le même poison qu'on avait donné en Baobab, de toute façon, m'achèverait quelques mois plus tard. Donc, j'ai quitté le Gabon, j'étais empoisonné. Et ils avaient ravagé ma vie, ils avaient trahi tous les engagements, tous les principes. Ils avaient tout détruit dans ma vie. Mais je me souviendrai toujours toute ma vie de ce que m'a dit, parce que même au PDG dans le pouvoir, il y a des gens bien, et j'estime que Étienne Massard, l'ancien ministre de la Défense d'Ali Bongo, est un homme bien. C'est un homme bien. Il a été un des derniers à me recevoir dans son bureau en tant que ministre de la Défense. Il m'a dit, « Monsieur Ben Moubamba, c'est lui qui m'a dit que gouverner, c'est souffrir. » Et il m'a dit ceci, « Vous, Monsieur Moubamba, vous n'êtes pas devenu un homme d'État le jour où on vous a nommé vice-premier ministre. C'est pour ça que les imbéciles heureux qui viennent dire « Tout un vice-premier ministre, machin, il part. » Étienne Massard, merci, parce que vous m'avez ouvert les yeux le jour où vous m'avez dit « Vous n'êtes pas devenu un homme d'État le jour où on vous a nommé vice-premier ministre. Mais, écoutez-moi bien, Monsieur Moubamba, vous deviendrez un homme d'État si vous arrivez à traverser le désert que vous allez commencer à traverser. Vous allez devenir un vrai homme d'État si vous réussissez à traverser le désert qui s'ouvre devant vous. » Et c'est avec ces paroles que j'ai quitté le Gabon, parce que moi, je ne suis pas manichéen. Je ne classe pas les gens bien à gauche ou droite. Moi, je vois les gens qui sont bien ou qui sont pas bien, quel que soit leur camp. Étienne Massard est un homme qui est vrai, qui est bien, qui m'a donné un bon conseil, qui m'a dit « Ah, ne crois pas que devenir un homme d'État, c'est être nommé. Devenir un homme d'État, c'est avoir une capacité intérieure de le devenir. » Donc, j'ai quitté le Gabon dans cet esprit et j'ai entamé la plus grande traversée du désert qu'un homme politique gabonais n'a jamais traversé. Mais de cela, à partir de mon arrivée à Dakar, je n'en parlerai que dans mes mémoires, parce que le jour où je parlerai de ma vie, les Gabonais, comme d'habitude, diront « Non, tu mens, c'est un menteur, il ne peut pas avoir vécu tout ça. » Je reviens donc vers la fin de mon intervention d'aujourd'hui. La Guinée équatoriale a manipulé Ouli Nguema en tant qu'enfant de la malédiction, enfant traumatisé. Ils se sont servis de ces traumatismes parce qu'ils ont bien vu que Ali Bongo étant tombé, il fallait maintenant se débarrasser de la sorcière Sylvia qui voulait mettre son fils. Et on ne sait pas comment Sylvia, ayant des liens plutôt avec le Cameroun de par son père et de par son histoire, on ne sait pas, on ne savait pas si Noureddin Bongo Valentin, Sylvia Bongo au pouvoir, servirait les intérêts de la Guinée équatoriale ou du Cameroun ou du Gabon. Donc, qu'est-ce qui va se passer pendant l'affaire de l'AVC et puis tout ce qui se passe après? On parle de Souzy, on parle de plein de choses, mais toujours est-il qu'à ce moment, un plan va se mettre en place autour de tous les acteurs que vous avez vus défiler, des Nkogebe Kale, plein de noms, des Bayegendon et tout ça. On va arriver à une reprise du plan de 2016, l'opération de Midik, qui visait à organiser un coup d'État au Gabon. Si Jean Ping prenait le pouvoir en 2016, il devait y avoir un coup très fumant du genre de 30 août 2023, préparé à partir de la ferme agricole de Midik, de Yves-Fernand Manfombi. Allez demander à... Bon, je ne vais pas citer son nom, ils peuvent vous donner tous les détails à ce sujet. Le B2, les services spéciaux, ils sont au courant de tout ce dont je parle. Ils connaissent mon rôle là-dedans. Et si Oligui Nguema a tout fait pour m'écarter,
c'est parce qu'il sait que je sais. Donc, on va arriver donc à l'affaiblissement du pouvoir, à la montée de Sylvia Bongo et de son fils. On va arriver à un moment des visites du pseudo-Ali à l'Élysée, où il manque de trébucher sur le perron de l'Élysée. On va avoir des discussions entre Oligui Nguema et la France-Afrique. Et si vous ne vous souvenez pas de cela, fin 2020 à Moscou, je fais un audio sur la GR, secte militaire, et je mets au défi Oligui Nguema de faire son coup d'État. Dès fin décembre 2020, les audios sont toujours là. Je savais pourquoi je parlais du colonel Brice Clotaire Oligui Nguema depuis Moscou. Parce que les connexions étaient en train de se créer pour arriver à un certain résultat. Il y a des gens qui vont se faire assassiner progressivement par les réseaux Oligui. Je ne vous parle même pas de député Koumba, d'un militaire de l'armée de l'air, enfin retrouvé à la Cité des Ailes. Je ne vous parle même pas d'Emar Bina. Je ne vous parle même pas de tous ces morts bizarres qu'on a eu même pendant la crise de la pandémie. En tout cas, les choses se sont montées tranquillement, les réseaux se sont créés de telle sorte que la Guinée équatoriale n'est plus en face d'elle qu'un enfant. L'enfant dont parle Rossa Tanga. Et donc, le dernier qui bloquait le plan s'appelait donc le professeur Chivunda. Il va être tué chez lui. Oligui Nguema et Billy Bizet sont au courant de tout au sujet de cette mort. Billy Bizet monte Premier ministre. On a en mars le drame de l'Esther Miracle. Les corps sont abandonnés en mer, la plupart. Et on va vers l'élection qu'on laisse faire. Le plan est monté. Et le 17 août 2023, vous avez une dispute entre Sylvia Bongo en public sur l'estrade du défilé du bord de mer. Le pseudo-Ali Bongo se dispute en direct avec Sylvia Bongo. C'est le déclenchement de quelque chose que vous ne connaissez pas. À partir de ce moment-là, une première tentative de coup d'État est lancée le 27 août 2023, mais les militaires reculent le 27, parce que ça ne s'est pas passé le 30. Ça a d'abord été tenté le 27. Le 27, ça ne pouvait pas se faire. Après, ça a été reporté, je crois que c'était un mercredi, au 30. À partir de ce moment-là, la Guinée équatoriale avait réussi à placer son homme à la tête de l'État gabonais et également la France-Afrique. Nous ne savons pas grand-chose sur les liens entre la France-Afrique et la Guinée équatoriale. Toujours est-il que Oligui Nguema est en même temps l'homme de la France-Afrique et en même temps l'homme de la Guinée équatoriale à la tête du Gabon. C'est d'autant plus étonnant que la Guinée équatoriale est retournée vers la Russie, comme Mathias Nguema avait positionné la Guinée équatoriale du côté de l'Union soviétique, de Cuba et de la Corée du Nord, qui sont normalement au plan géopolitique des adversaires de l'Occident. Tout le mystère est pourquoi Oligui Nguema, qui est en même temps l'homme de la Guinée équatoriale, est-il l'homme de la France-Afrique? Il y a une thèse qui peut comprendre cela, qui peut expliquer cela, c'est que Oligui Nguema est l'homme de la France-Afrique qui attend une fenêtre pour se jouer de la France-Afrique et aller vers ses parents de la Guinée équatoriale dans un repositionnement géostratégique qui ressemblerait à ce que le maréchal président du Tchad a fait, c'est-à-dire que Idriss Déby ayant commencé à critiquer la France-Afrique, son père, il se fera tuer dans un coup d'État, qu'on a dit une opération militaire avec les rebelles. Son fils monte, Emmanuel Macron va en N'Djamena pour l'adouber. Le fils fait une transition
Et lorsqu'il est élu, il dit, moi je ne suis plus avec la France, je m'en vais vers l'AES. On ne sait pas si le roi Namboka du Gabon a ce plan, mais toujours est-il qu'il a clairement indiqué que pour lui, il ne faut pas critiquer la France. Et ceux qui, dans son cabinet présidentiel, se sont permis de le faire, l'ont mis en danger vis-à-vis de la France. Vous avez entendu un collaborateur du nom de Priva Ngomo, pour ne pas lui donner de l'importance, il s'est adressé à un média russe qui s'appelle RT, je crois. Il a dit que le Gabon va diversifier ses relations et il va aller vers la Chine, vers la Russie. Il a révélé les pensées secrètes de Oligui Nguema. Et c'est pour ça que dans les modifications après les élections présidentielles, lui et son frère se sont retrouvés virés de la présidence parce qu'ils parlaient trop. Oligui avait beau leur dire ne parlez pas trop de cette affaire, ils continuaient de parler. Donc, on les a mis de côté. Mes chers compatriotes, vous savez que j'aime être avec vous, j'aime vous parler, parce que ce pays est dans les ténèbres, dans l'ignorance. Les tam-tams se sont tus. Je parle de ce qui me semble important et j'insiste sur la déclaration de Teodoro Obiangema quand il dit qu'il ne donnera jamais Mongomo au Bébéine au Gabon. Ce qui veut dire qu'il prendra de gré ou de force le territoire gabonais, que sont les îles de Mbagné, de Cocotier et de Konga, parce qu'il sait qu'en face, il n'y a personne, comme on dit en Côte d'Ivoire, devant ces maïs. Le pays là, c'est comment devant ces maïs. Parce que le maïs n'est pas très solide, il ploie. Lorsqu'on lui met un peu de pression, il plie. C'est pas un arbre, c'est pas costaud, c'est un machin très mou. Parce que le personnel gabonais est fort dans la colère contre les faibles. Il est fort dans la vengeance, dans la rancune, dans la persécution des faibles. Mais le Gabon n'a jamais fait face à un vrai conflit armé, à un point chaud. C'est pas les histoires du QG de Jamping, une guerre. Hein. C'est déjà dramatique, le QG de Jamping. 8 ans plus tard, on en parle encore, mais imaginez que la Guinée équatoriale, sous Mathias Nguema, ils étaient un quart de la population était morte. Un quart de la population était en prison. Un quart de la population était en exil. Un quart de la population était sous surveillance. La moindre chose, c'était la fin de votre vie. Ils sont beaucoup plus armés que nous, au niveau émotionnel. Même s'ils sont moins nombreux, ils ont plus de résilience, plus de capacité de supporter la douleur. Et en plus, ils ont un peuple qui est moins diversifié que nous. Là où nous avons le nord, le sud, l'ouest, le sud-ouest et tout, eux, ils ont le continent, Fon, essentiellement Essangui, avec des petites tribus sur la côte, les Ewondais, et puis l'île de Bioko, Laoué Malabo, les Boubi. C'est beaucoup plus facile à gérer. Mais chez nous, moins de petites choses. Chacun pense d'abord à son intérêt ethnique, à son intérêt de géopolitique interne. Donc, il n'y a pas d'amour pour le moment de notre pays parce que les sages et les savants qui pourraient expliquer le vert, jaune, bleu ne parlent pas. D'ailleurs, qui sait même la profondeur du vert, du jaune et du bleu? Moi, je peux vous en parler, mais je ne veux pas vous en parler en désordre pour que ça ne soit pas souillé par des gens qui ne comprennent rien. Donc, mes chers compatriotes, je voulais vous avertir, le problème de Mbagné est grave parce qu'il risque d'entraîner une guerre mondiale parce que plus les Russes vont s'installer en Guinée équatoriale, moins les Américains vont apprécier ça, les Chinois ont des intérêts, les Français sont historiquement membres des pays extrêmement importants dans cette zone de l'Afrique centrale. Donc, mes chers compatriotes, il ne faut pas négliger la profondeur de cette crise. Il ne faut pas réagir comme des enfants alors que nous sommes déjà dirigés par des enfants. Et je veux conclure mon propos par la troisième partie de mon propos qui est très simple. La crise de Mbagné doit nous servir à guérir notre nation,
la crise de Mbagné doit nous servir à guérir notre sous-région. Comment la crise de Mbagné peut nous servir à guérir la nation bantoue qui est au Gabon? D'abord, en ramenant au devant de la scène le patriotisme, l'idée de patriotisme, parce que il n'y a pas de patriotisme dans notre pays. Chacun pense d'abord à son intérêt, à sa famille, à son ethnie, à son petit territoire. Nous n'avons pas encore compris que le Gabon a une âme, comme tous les pays. Le Gabon a des entités. Le Gabon a une personnalité. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, en tant que Gabonais, vous avez cette capacité de ressentir l'âme du Gabon, tout comme les Congolais peuvent ressentir l'âme du Congo, tout comme les Français peuvent ressentir l'âme de la France, alors qu'en France, il y a du melting pot, il y a des gens qui viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, alsacien, c'est pas Bordeaux, Marseille, mais la France a une âme, la France, c'est la France, au-delà de leurs différences. Donc, au-delà de nos différences au Gabon, nous pouvons découvrir ce que c'est que être membre de la civilisation gabonaise, parce que nous allons comprendre que c'est tous pour un et un pour tous. Tant que nous n'aurons pas guéri notre pays de ces fractures tribalistiques, ethnicistes ou claniques, nous ne pouvons pas retrouver le sens de la nation, le sens de la patrie. C'est ce qui fait que des pays qui sont plus unifiés viennent nous envahir, viennent nous détruire. Ce que vous ne savez pas, c'est que la Guinée équatoriale a introduit depuis de très nombreuses années des espions dans notre pays. Il y en a dans tous les quartiers, il y en a dans tout le pays. Moi, j'en ai rencontré un en 2015 avec qui j'étais très ami. Et cette amitié l'a emmené à la mort. Parce que ce garçon, un jour, sa femme m'a appelé depuis la Guinée équatoriale où il était allé en vacances. Il est venu faire son rapport. On l'a tué, on l'a empoisonné. Il est mort. Parce qu'il avait été identifié comme étant un des plus grands espions de la Guinée équatoriale au Gabon. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous sommes un pays infiltré par les autres pays. Nous sommes infiltrés par les voisins, nous sommes infiltrés par la terre entière parce que les gens cherchent quelque chose au Gabon que vous ne connaissez pas, vous les Gabonais. Vous ne vous demandez pas pourquoi, dans le plus petit village gabonais, vous allez toujours trouver un commerce d'un Mauritanien, d'un ceci, d'un ce... Mais qu'est-ce que vous faites là, dans les villages? Je suis allé dans la Lopé, c'est toujours les mêmes. Je suis allé à Ndendé, c'est les mêmes. À Moabi, c'est les mêmes. C'est toujours les gens, ils cherchent quoi dans le Gabon? Ils cherchent des choses qui ne sont pas que matérielles. Ils cherchent une puissance, ils cherchent une énergie qu'on ne trouve qu'au Gabon. Et nous négligeons cela, mes chers compatriotes. Nous devons guérir le cœur du pays. Le cœur du pays est blessé. Les Gabonais sont blessés. Les Gabonais ne sont pas des gens dans le sens où ils ne sont pas fiers d'eux. Ils ne sont pas fiers de leur pays. Ils ne savent pas ce que c'est qu'être Gabonais et qu'être héritier de cette nation. Nous devons profiter de la crise de Mbagné pour nous unir, pour nous aimer et défendre la nation gabonaise. Et en cela, nous allons jeter les bases de la guérison de la sous-région et de la zone bantoue. Donc, mes chers compatriotes, la crise de Mbagné permet quoi? Elle permet de voir comment nos pays sont gouvernés. Ils sont gouvernés par des familles, par des intérêts particuliers, par des gens qui n'ont pas une vision de l'intégration sous-régionale, par des gens qui n'aiment pas l'Afrique, qui n'aiment pas les Bantous, qui sont prêts à sacrifier la zone bantoue, la civilisation bantoue, pour défendre leurs propres intérêts. Quand vous voyez les autorités de la Guinée équatoriale, moi j'étais à Moscou, j'étais en Russie, il faut voir comment l'enfant du président vient frimer la Guinée, c'est à lui, personne ne doit parler, les bobis, les bengas de la Guinée équatoriale n'existent pas, tout c'est pour lui, tout est à lui, même Jésus a menti devant lui. Donc nos pays sont gouvernés par le mal. Et quand nos pays seront gouvernés par le bien, nous allons pouvoir nous unir entre nous, entre Gabonais, Équato-Guinéens, Congolais, Camerounais, ex-Zaïrois et tous les Africains qui ont besoin de marcher ensemble, un peu comme au Burkina Faso, au Niger, au Mali, ils ont fait l'AES. Nous sommes appelés à vivre ensemble, à guérir non seulement la nation gabonaise, mais la nation bantoue, la civilisation africaine. Mais pour ça, il faut des pays qui soient bien gouvernés, où le droit existe, où la protection de la loi est quelque chose de vrai,
où il y a la circulation des personnes sans danger, où la culture est partagée, où il y a des banques communes, où il y a des fonds communs, on se prête l'argent les uns les autres, on se soutient, les fonds européens sont un exemple, l'intégration européenne aurait dû nous servir, l'espace Schengen, mais on a des gens qui ne pensent pas à tout ça, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leur petit plaisir, ils ne pensent qu'à leur compte en banque dans les paradis fiscaux, ils ne pensent qu'à l'argent, ils ne pensent qu'au matérialisme, ils n'ont pas de vision, et c'est ça le problème. Normalement, le Gabon et la Guinée équatoriale ne doivent pas se faire la guerre s'il y avait une intégration réelle sous-régionale. On n'aurait pas besoin de ça. Mais tant que vous aurez des Oligui, des Obiangema et des Biya et tout ça, et même des Tshisekedi, qui est une grande déception, des Yadema, des Ouattara, mais on ne va pas réussir à sauver l'Afrique. Il faut un nouveau modèle de gouvernance. Et il faut aussi que même les militaires que vous adorez au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, eux aussi doivent faire attention à ne pas faire le culte de la personnalité, à ne pas créer des super dictatures, parce que ça ne va pas servir les intérêts de l'Afrique. L'intérêt de l'Afrique est basé politiquement sur la bonne gouvernance globale dans tous les pays. Ensuite, dans le domaine économique, sur le principe de la création des richesses, de l'abondance partagée, la fin de la pauvreté. Sur le plan culturel, sur la prise de conscience de ce qu'est l'Afrique, la valeur de la civilisation africaine, sur la base de l'Égypte ancienne, et sur la base des anciens mondes qui ont disparu. Et il faut une renaissance africaine. Sur le plan social, il faut mettre l'accent sur l'éducation, parce que le drame de l'Afrique, c'est la non-éducation de sa jeunesse. Il faut que l'Afrique comprenne que la vocation de notre continent est de devenir la superpuissance du 22e siècle. Et nos ennemis ne veulent pas entendre parler de ça. Et ils feront tout comme les juges de la haie pour créer des situations de guerre. Maintenant, moi je ne suis pas d'accord que Teodoro Obiangema vienne nous menacer et vienne prendre les îles du Gabon au nom de la gouvernance familiale, la gouvernance raciste ou tribalistique. Nous sommes pour le partage des richesses, pour la collaboration, la coopération avec la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo et tous les pays africains. Mais de grâce, ça ne doit pas commencer déjà par dépecer le Gabon, parce que à la tête du Gabon, il n'y a personne pour diriger correctement ce pays, et parce que les gens qui dirigent les pays africains souvent sont des gens traumatisés, des psychopathes, des gens qui n'hésitent pas à bouffer de la chair humaine, à boire du sang humain. Ça, je le sais. Demandez-leur ce qu'ils ont fait de Rinaldi. Demandez aux Équato-Guinéens où est passé Rinaldi, le bébé disparu en janvier 2020 à Bitam. Je ne veux pas en dire plus. Et je conclurai donc en donnant un conseil à Rosatanga Rigno, qui m'a donné l'idée de faire cette déclaration d'aujourd'hui et que j'ai lu dans un livre de Jean Ping à l'époque, où il était un ministre des Affaires étrangères assez intéressant. Il a rappelé dans son livre la doctrine de la paix chez Omar Bongo se résumait à ceci: ni indifférence, ni ingérence. Le Gabon doit reprendre cette doctrine diplomatique. Le Gabon ne peut pas être menacé militairement par la Guinée équatoriale. C'est pas possible. Où sont passés les Mirage 2000, les avions de guerre qui pouvaient décoller à Vengue, au sud-est du Gabon, en un instant, pour aller intimider toute menace existentielle sur le Gabon? Tout ça a disparu. C'est passé où? C'est passé où? Donc, Omar Bongo a fait des mauvaises choses. Il a fait des bonnes choses. Il a fait des mauvaises choses. Il a fait des investissements structurants. Il a aussi mis en place la dictature. Mais nous devons prendre ce qu'il y a de mieux, ce que les uns et les autres ont fait de mieux au Gabon pour construire un pays apaisé, puissant et fort. Même Oligui Nguema, qui est un enfant soldat, mais j'ai remarqué qu'il a fait des mauvaises choses, mais il a fait quelques bonnes choses. Déjà, faire son coup d'État n'était pas une mauvaise chose. C'était pas une mauvaise chose. Mais c'est ce qu'il en a fait après, le problème. Ce qu'il a fait après, c'est-à-dire que Dieu lui a donné la possibilité d'animer une transition qui pouvait remettre le Gabon sur les rails, et il en a fait après une chose personnelle.
Il a commencé à raser les gens, il a commencé à voler, à mentir, à tuer, à laisser des gens être torturés au B2, à faire des choses dégoûtantes. Il a commencé à se faire manipuler par Obiang Nguema. Tous les jours, il était en Guinée équatoriale, on ne sait pas pourquoi. Son père, qui ne l'a même pas élevé, avait soudain s'était rappelé que les Obiang Nguema venaient du Wellington. Il était tout le temps là-bas. C'est là qu'ils ont négocié la vente des îles Mbagné. Donc, je ne dis pas que Oligui Nguema a tout fait mal, mais je dis qu'il a fait beaucoup de choses très très mal parce qu'il n'est pas sérieux, il n'est pas crédible. Il est encore temps pour Oligui Nguema de se reprendre. Sa grande erreur est d'avoir écouté les gens les plus mauvais de ce pays, les gens les plus sales de ce pays. Il est allé les chercher dans l'armée, dans la société civile, dans les partis politiques, dans le monde économique, dans le monde social, dans le monde culturel. On l'a vu avec le théâtre de sa prestation de serment. Donc, nous nous retrouvons dans une période qui est un grand carrefour. J'appelle les Gabonais à grandir et à allumer leur cerveau. Je crois que c'est encore possible, mais la situation est très dangereuse. Nous devons prendre tout ce qui se passe très très au sérieux. J'ai encore été un peu long aujourd'hui, mais mon témoignage est pour l'histoire. C'est pas pour embêter quelqu'un. Mais tous ces témoignages qui sont enregistrés sur les YouTube et sur le réseau social resteront comme des documents de travail pour les historiens. Et mon seul souci, c'est le témoignage. Qu'Oligui Nguema fasse ce qu'il veut, que les Gabonais fassent ce qu'ils veulent, mais moi, j'ai aussi le droit de témoigner. Et aujourd'hui, j'ai encore une fois témoigné. Je ne sais pas si je témoignerai encore demain vendredi, mais comptez sur moi pour vous parler régulièrement en père, en fils et en ami. Bienvenue dans l'âge d'or du monde d'après et du Gabon d'après. Bienvenue dans le Gabon d'après. Gloire au Gabon d'après, gloire au Gabon d'après, gloire au Gabon d'après. Merci.